Bon, oyez, oyez, vous l'aurez compris, on va pas forcément parler de photographie animalière ou d'animaux, mais on va parler qu'est-ce que le bol d'or Mirabeau. C'est une régate, une course de bateau, c'est la plus grande, la plus importante régate en bassin fermé au monde. Donc c'est un événement plutôt important pour la région. Il y a plus de 500 bateaux qui s'affrontent sur le lac Léman, au départ de Genève jusqu'au Bouvray, aller-retour. Pour les plus rapides, ça peut se situer entre une dizaine et une quinzaine d'heures, et les autres parfois plus de 24 heures pour pouvoir faire l'aller-retour. 10 heures du matin, le temps était dégagé, il y avait quelques nuages résiduels mais bon, un jour d'été complètement normal, un peu de vent, les spies pouvaient être sortis et les bateaux pouvaient faire un joli départ. La course se déroule très bien, il y a du vent, c'est une très bonne journée, comme le matin, un petit peu de nuages, mais de manière générale assez dégagé, et plus on avançait dans la journée, plus on commençait à confirmer l'orage du soir. Alors c'était prévu déjà depuis la veille et qu'il allait certainement avoir des orages de chaleur le soir. L'organisation de la course le savait aussi. Ça fait complètement partie d'un sport qu'on pratique en pleine nature. On avait estimé à peu près l'avoir dessus en fin de journée. Moi, faut bien savoir que j'y connais pas grand chose en voile. Je suis même pas un amateur. Hein. J'y connais, en fait, on va dire, j'y connais rien en voile. C'est vraiment par rapport à ces années de bol d'or pour filmer des courses que je commence un peu à comprendre un peu le jargon du truc. Mais donc, en gros, ce que je comprends, c'est que chaque navigateur prend la décision d'adopter telle ou telle stratégie. Est-ce qu'on affale les voiles avant l'orage? Est-ce qu'on essaie de contourner l'orage? Est-ce qu'on essaie d'utiliser les vents aussi pour du coup aller plus vite et gagner de la place? Plein de stratégies commencent à se mettre en place sur les bateaux, et jusque-là, il n'y avait pas de souci. Plus on avançait, plus on approchait de la zone perturbée, et plus on commençait à voir sur les bas-côtés et sur les côtes les avis de tempête. En fait, sur les ports, il y a des sortes de gyrophares orange, et en fonction de la fréquence, on peut savoir si la tempête est plus ou moins forte, etc. Et là, on commençait à voir tous les feux s'allumer, et petit à petit, on commençait à recevoir sur nos téléphones aussi des images, des premières images en fait de la tempête qui avait déjà frappé la ville, qui avait déjà frappé Genève en milieu d'après-midi. Et là, on commence un petit peu à se dire, ok, ça va être chaud parce que les images qu'on reçoit, c'est vraiment des images impressionnantes. Donc, nous voyons au loin notre super cellule qui commence à nous arriver dessus, et là, on se dit, accrochez-vous, ça va secouer. Ensuite, ça va très vite. Il y a les premiers vents qui commencent à arriver, on commence à sentir un peu la pluie et la grêle qui arrivent. C'est très rapide en fait. Les premiers bateaux qui se font avoir par le premier front de vent commencent à se coucher, alors que nous on a à peine un petit peu de vent. Au début il y a une sorte d'excitation. Moi je peux pas le cacher que je trouve ça incroyable, la puissance des éléments, mais en même temps il y a une petite appréhension parce qu'on se dit putain, ça a l'air quand même vachement violent. Et personnellement, moi j'ai déjà eu des mauvais temps sur l'eau, en mer ou sur un lac, mais là on se dit putain, ça va taper vraiment violent. Tout le monde commence à se coucher sur le bateau. Moi j'essaye tant bien que mal de tenir ma caméra pour tenir les plans. À ce moment-là, je n'ai aucune idée si je suis encore en live ou pas, mais tant pis, je continue de filmer. Et je sais pas si vous imaginez en fait la puissance. En fait, c'est comme si vous êtes sur l'autoroute, que vous sortez votre tête par la fenêtre et que vous ramassez la grêle dans la gueule. Une fois sur le bateau aussi, il faut se rendre compte que si on cède à la panique, c'est impossible de prévenir qui que ce soit. Parce qu'à peine on essaie de sortir le téléphone avec les écrans tactiles, il n'y a plus rien qui fonctionne. Impossible d'appeler, impossible de prendre des nouvelles de qui que ce soit. Il faut juste attendre que ça passe. Il faut juste prendre son mal en patience et attendre en fait. On n'a pas le choix, on n'a absolument pas la main sur ce qui se passe. On essaye de faire ce qu'on peut, on essaie de garder les yeux ouverts, de garder les yeux ouverts aussi sur nos collègues, si personne tombe à l'eau, etc. Mais bon, faut pas non plus dramatiser, faut pas non plus paniquer pour rien non plus, parce que faut pas oublier qu'on est quand même dans un lac fermé. Ça veut dire que à partir du moment où on tombe à l'eau, on n'a pas de risque de se retrouver au large dans l'océan. On va de toute façon croiser un bateau. Faut pas oublier non plus que c'est le moment de la journée et de l'année où il y a pratiquement le plus de bateaux sur le lac, donc le plus de sauveteurs aussi et de surveillants. Donc tous ces éléments-là, c'est à prendre en compte aussi pour essayer de garder son calme. On est en plein été, en pleine journée, donc on risque pas d'être en hypothermie tout de suite en 4 minutes. Il y a plein d'éléments comme ça, on va dire entre guillemets, positifs qu'il faut garder à l'esprit pour éviter de justement perdre son sang-froid. La police était rapidement sur place, les sauveteurs très rapidement sur place aussi, et tous les autres bateaux qui n'avaient pas subi de dégâts étaient là pour essayer d'aider les autres.
a repris notre rôle, c'est-à-dire notre rôle de bateau de surveillance de tête, et pour moi, ma mission de continuer à filmer la course, parce que le Lady Cat qui était en tête et qu'on suivait, eux ont réussi à traverser la tempête. Ils ont traversé tout ça sans casse, donc il fallait les rattraper et puis continuer, la course continue. La lumière était folle, le lac était redevenu calme, c'était incroyable en fait. Donc le Lady Cat est arrivé proche de la ligne d'arrivée, on a fini notre mission, et la conclusion de tout ça, c'est qu'en fait, chaque navigateur a pris ses responsabilités, a pris des décisions, mais résultat, ça fait partie de la course. C'était un événement qui était quand même assez spectaculaire, mais qui au final n'a généré que très peu de blessés et très peu de victimes. Je suis complètement contre sursécuriser, chacun prend ses responsabilités quand il se retrouve dans un milieu sauvage, naturel, en proie à une possibilité d'événements un peu, on va dire, catastrophiques ou météorologiques forts. Voilà, j'espère que ce retour d'expérience vous a plu. C'est un peu différent, mais je trouve que c'est aussi cool de partager ce genre d'expérience quand on les vit. Je suis Antoine Cara, donc je suis responsable technique du projet Apivia pour le prochain Vendée Globe. Je suis Pierre Daillot, électronicien de l'IMCA Apivia. Je m'appelle Élise Bakoum et je m'occupe du gréement et accastillage. Je m'appelle Jean-Yves, je suis boat capitaine, je suis responsable du bateau quand le skipper n'est pas là. Je suis sur une équipe d'une dizaine de personnes, à la fois des techniciens, des ingénieurs qui sont là au quotidien pour développer et améliorer le bateau. Tous les grands chantiers techniques sont terminés, maintenant c'est vraiment de l'optimisation. D'agrémenter cette liste qui permet de toujours faire évoluer le bateau. Tous les matins, on se met devant l'écran avec la job list. Comme ça permet de dispatcher un peu le boulot pour tout le monde. Voilà comment on est organisé sur le bord du bateau Apivia. Quand on va en mer, on rentre toutes les tâches un peu de façon dispersée. Dès que je vois quelque chose, je rentre ici. Et ensuite, quand je rentre, je dispatche entre les personnes. Et du coup, je vais directement lui rentrer dans le jour de la semaine où j'ai envie que la tâche soit effectuée. Les tâches jaunes, c'est les tâches que j'ai rentrées. Les tâches rouges, c'est les tâches où il y a un problème, il faut qu'on fasse un point technique pour arriver à les solutionner. Et tout ce qui est en vert, c'est toutes les tâches qui ont été effectuées. Ça me permet vraiment de savoir en temps réel où chacun en est par rapport à ce qu'il avait à faire. Ça permet de ne pas être isolé dans son travail et de ne pas être le seul à savoir ce qu'on a à faire et à partager de manière assez ouverte et donc éventuellement de se faire aider. Ça nous permet d'aller se renseigner, voir un petit peu ce qui se passe dans les autres domaines et ça permet d'avoir une vision un peu plus globale du projet et qui a un gros avantage quand même au niveau de l'organisation. Chez Merconcept, on a des écrans un peu partout. On peut aller tout de suite dessus et on voit tout de suite si on a une tâche à faire. Alors qu'avec un carnet, c'est des trucs que tu pourrais zapper. Ça nous permet de garder la même organisation, qu'on soit dans nos locaux de Concarneau, qu'on soit en déplacement. Sur un bateau comme ça, il y a des dizaines et des dizaines de choses à vérifier. Et ça me permet à la fois à moi de ne pas l'oublier et à la fois à l'équipe d'en prendre connaissance rapidement et de pouvoir tout de suite éventuellement contacter la base de Concarneau parce qu'il faut faire descendre du matériel ou appeler un fournisseur parce qu'on commande rapidement. Voilà, c'est un gain de temps et j'ai partout maintenant. Il faut vraiment optimiser le temps qui nous reste.